Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review de Hell's Paradise, un animé qui honnêtement, je suis surpris, il n'y a pas eu beaucoup de buzz, vraiment, habituellement quand une série sort, je le sais sans même être intéressé par, parce que dans mon fil d'actualité, il y a des reviews de ça qui sortent, etc. Et ici, non. Si je sais que ça existait, c'est parce que via Crunchyroll, on me disait que c'était populaire, mais en dehors de Crunchyroll qui me le dit, dans le web, j'avais pas l'impression. Et je me suis essayé à ça et j'ai quand même bien apprécié. Donc, on va faire une review tout ce qui est plus classique, donc une petite partie bref résumé, avis sans aucun spoiler. Et après coup, je critique en révélant tout ce que j'ai besoin de révéler. Donc, si vous n'avez pas vu la série, vous êtes mieux de vous abstenir, peut-être bien. Donc, Hell's Paradise, on suit un groupe de condamnés à mort qui sont envoyés sur une île très mystérieuse où se trouverait peut-être le secret de l'immortalité, un élixir, et le condamné qui réussira à le ramener au shogun se verra gracié. Donc, la prémisse de Hell's Paradise est quand même intéressante. Vraiment, je trouve que atypique et frais, c'est ce qui qualifie bien cette série-là. J'ai pas l'impression d'avoir vu ce schéma-là utilisé tant de fois ailleurs. Ça se démarque vraiment beaucoup de la concurrence. Et à travers ce sentiment, des condamnés à mort s'affrontent entre eux. Il y a comme une espèce de battle royale, mais en même temps, non. Donc, vraiment une belle tension. C'est riche en revirements de situation. C'est intéressant à ce niveau-là. Donc, vraiment, je vous le recommande. C'est sûr que pour l'instant, ce n'est que 13 épisodes, donc c'est peut-être trop tôt pour se prononcer, mais ça a du potentiel sur ces 13 épisodes-là. Donc, allons-y maintenant pour l'aspect où je peux spoiler à fond la caisse. Donc, commençons par l'aspect technique. Hell's Paradise, c'est jamais très beau, même si la direction artistique avec l'île, avec les plantes, les monstres plantes, etc., les couleurs quand même bien saturées, c'est bien, mais c'est jamais incroyable. On n'est bien évidemment pas dans le calibre d'un Demon Slayer, mais en contrepartie, c'est jamais non plus tellement laid. Je me dis qu'il y a quelques plans où peut-être que le trait est peut-être un peu grossier, mais heureusement ça passe très rapidement. Donc, contrairement par exemple Vinland Saga, il n'y a rien de vraiment gênant au niveau de l'animation, c'est correct. Donc, c'est dans la moyenne, c'est pas vraiment un avantage pour la série, mais ça lui nuit pas non plus. Allons-y maintenant pour l'histoire. Donc, c'est vraiment la force du récit. C'est un récit qui, un peu comme dans Agame ga Kill, de par heureusement sa prémisse, les personnages vont mourir. On sent qu'il y a presque personne qui est à l'abri, à l'exception peut-être de Gabimaru et de Sagiri, qui eux, on s'imagine mal les voir mourir. Mais même au début, quand tout le monde arrive sur l'île, il y a rapidement beaucoup de gens qui meurent. Et on se dit que bon, ceux qui restent devraient survivre. Là, on a maintenant notre groupe de héros. Mais pas vraiment. Quand Tenza décède, ça surprend quand même. Et même à la fin, quand j'ai oublié son nom, mais l'autre membre du clan Asamon qui a des lunettes, quand lui aussi décède, on est quand même un peu surpris. Surtout que j'en parlerai dans ma partie générique, mais il y avait de quoi s'attendre à ce que lui ne décède pas, là. Donc vraiment, ce contexte de Battle Royale, mais en même temps non, fait que c'est assez riche. Et les alliances, mais on le sait qu'ils pourront toujours se trahir à la fin. Donc il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Et il y a une belle tension dans l'œuvre, non seulement à cause de eux qui s'affrontent entre eux, mais aussi à cause des éternels qui ont réussi quand même à les vendre comme des véritables menaces. Donc vraiment, beaucoup plus de tension dans cette série-là que dans votre Neketsu habituel. Ça fait plaisir à voir. Aussi, ce que j'apprécie bien dans cette série-là, c'est que pour ce qu'on a, on développe quand même assez bien la mythologie de cet univers-là, du sens, il y a comme l'énergie spirituelle, le Tao. On développe quand même ça s'articule bien dans le récit. Encore une fois, je trouve mieux que peut-être d'autres Neketsu le font. Ça tourne plus autour du récit. Et en plus, cette conception-là de l'énergie est un peu aussi en phase avec l'esprit mental. Donc, on vient un peu nourrir le développement des personnages, notamment Sakiri qui, finalement, à travers sa maîtrise de son doute et de sa conviction, va réussir à avoir un peu le yin et le yang qui est en recherché là-dedans. Aussi, ça vaut la peine de le soulever parce que je trouve ça quand même comique d'une certaine façon, mais un peu audacieux. Que les éternels, pour mieux maîtriser le Tao, il y a un principe qui consiste à baiser. Quand même, je sais pas, je trouvais ça quand même audacieux qu'ils aient mis ça là-dedans.
Ça vaut la peine de le mentionner. C'est comme Dead Chainsaw Man était, on va dire, presque novateur parce qu'on citait le sexe quand même de façon très explicite. On le fait un petit peu moins dans Hell's Paradise, mais quand même, c'est appréciable d'une certaine façon. Le petit bémol que j'ai par exemple avec l'histoire, c'est que la prémisse est intéressante, mais un peu incohérente. Dans le sens où les détenus, les condamnés, on va se rendre compte que certains d'entre eux sont des véritables monstres de puissance, à un point tel qu'on se demande comment est-ce qu'ils n'ont jamais pu être capturés. Prenons comme par exemple le personnage principal, Gabimaru. Le premier épisode, on nous montre comme étant vraiment trop puissant. Ils sont pas capables de le décapiter, pas capables de le démembrer avec des chevaux, et même avec de l'huile, on essaie de le faire enflammer, ça ne fonctionne pas. Donc on dit qu'avec une telle puissance, il est capable de s'enfuir aisément. S'il veut, il peut. Et en ce sens-là, la promesse d'être gracié s'il trouve l'élixir puis qu'il puisse retrouver sa femme, ben on se dit que t'as pas besoin d'aller sur l'île et de vivre ce danger-là. Fais juste enfuir de la prison et voilà. Il n'y a pas trop de danger. Et de la même façon, et là je vais probablement massacrer son nom, on a Roku Lota, je pense bien, qui est un condamné qui, dans le fond, c'est un monstre, littéralement, un géant, qui mentalement a peu évolué et qui est seulement dicté par son appétit. Et il va manger tout et n'importe quoi, notamment ses propres parents. Et lui aussi est un monstre de puissance. Son bourreau qui devait le surveiller va se faire tuer assez aisément. On va se rendre compte en fait qu'il est tellement balèze que même Gabimaru seul ne serait pas capable de le blesser en tant que tel. Et en tant que tel, je trouve ça dommage. J'aurais aimé le voir contre un éternel, parce que je me dis que l'éternel non plus aurait peut-être pas réussi à le blesser, à moins que l'égratignant il va faire pousser les fleurs et voilà, ça serait fini. C'est un duel que j'aurais aimé voir. Mais en bref, comment est-ce qu'ils ont pu capturer cet individu qui clairement n'est intéressé qu'à bouffer et qui sont pas capables de blesser? Comment est-ce qu'il s'est retrouvé en prison? Et en plus, quand ils font leur présélection, que les condamnés à mort s'entretuent entre eux, là, pourquoi lui il fait juste pas tous bouffer les gens et voilà? Pourquoi il se tenait à carreau à ce moment-là et que c'est vraiment une fois sur l'île que là il bouffe? Des fois les condamnés sont tellement puissants que ça marchait pas qu'on réussisse à les contraindre d'aller sur cette île-là. Il y a ça qui est un peu dommage, je trouve. Et ça fonctionnerait aussi pour d'autres condamnés à mort, là, mais juste ces deux exemples-là illustrent bien le propos. Je trouve ça dommage parce que la présence des membres du clan Asama, si je dis bien leur nom, on s'imaginait qu'ils étaient aussi puissants que les condamnés. Ben, pas tant que ça. Finalement, il y a Sion, qui est vraiment très fort. Sagiri, que son niveau est assez chancelant. Mais à l'exception de ces deux-là, de ce qu'on a pu voir, ben, la plupart du temps, ils sont un petit peu plus faibles que les condamnés. Et donc, c'est un peu dommage, je trouve. Ça fait en sorte que comme on les amène sur l'île, mais que ça n'aurait pas dû arriver en fait. Ils n'avaient aucune raison de... On les oblige à, mais ils sont plus forts que ceux qui les obligent, donc ça n'a pas beaucoup de sens. C'est dommage. Ça vient un petit peu freiner le plaisir. Maintenant, si on passe maintenant au personnage, Gabimaru, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que, et même dans l'espèce d'affiche, il nous le montre un peu qu'il n'y a pas personne vraiment qui est mis tant de l'avant. Donc Gabimaru, oui, c'est le personnage principal, mais pas tant que ça. Il y a de l'amour pour tout le monde ici présent, et c'est intéressant. Gabimaru est assez atypique comme personnage de Neketsu, plus un anti-héros qui va potentiellement devenir un héros, mais pas le type de protagoniste qu'on a l'habitude de voir. Plus sombre, ça fait quand même plaisir à voir d'une certaine façon. Personnage peut-être un peu trop pété, qui on dirait ils vont un petit peu le remoindrir par la suite, parce que sinon il n'y aurait juste pas de récit, je trouve, il n'y aurait pas eu de récit. On apprécie quand même son espèce de c'est un enjeu facile comme c'est un ninja qui tuait, et que le contact avec sa femme l'a adouci, et qu'on voit son évolution. C'est cliché, mais quand même bien fait. On apprécie peut-être un peu plus Sakiri, qui est la seule femme bourreau de son clan. Donc elle porte ce poids-là sur ses épaules, celui du jugement. Donc c'est quand même intéressant. Ça peut faire un reflet inspiré d'autres. Et sa quête à elle entre son doute et son devoir, c'est intéressant. Il y a une belle évolution, je trouve du personnage. Et sa relation avec Gabimaru est aussi bien,
en tant que tel. Et je vais parler de l'autre personnage, de deux personnages en fait. Il y a Tenza, si je dis bien son nom, et Shion, qui sont élèves et maîtres. Et ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est qu'éventuellement, ils sont dans une situation critique et on s'imagine que c'est Shion, le maître, qui va sacrifier pour que son élève survive. C'est l'inverse qui se produit. C'est Tenza, l'élève, qui se sacrifie. C'est quelque chose d'intéressant parce que j'ai pas si souvent vu ça utilisé dans d'autres œuvres. Et ça fait que Shion peut être animé d'un désir de vengeance un peu différent que je veux venger mon maître. Il y a comme quelque chose de plus amer là-dedans, généralement. Le maître ne veut pas survivre à ses élèves. Donc, il y avait ça que je trouvais intéressant et qui faisait aussi que le récit avait de l'audace d'aller dans des directions plus audacieuses. Et Shion, on peut le dire, c'est un cliché encore une fois, mais de l'aveugle ultra puissant. C'est un cliché, mais on apprécie bien de le voir. Et je ne parlerai pas de tous les autres personnages, il y en a quand même beaucoup, mais globalement, les personnages sont quand même bien traités. Et ici, je devrais faire une comparaison parce que j'aime bien faire des petits jabs à ces œuvres-là. Donc, il y a des personnages qui meurent là-dedans. Et je trouve que c'est quand même... c'est 13 épisodes, donc c'est quand même très court. Mais quand ces personnages-là meurent, ça m'a plus fait quelque chose que dans, par exemple, Chainsaw Man, où littéralement, quand un personnage mourait, j'en avais rien à cirer. Pourquoi? Je trouve que les personnages ont été un peu plus développés. Et pourtant, avec Tenza, on n'a pas eu grand-chose, mais je trouve qu'ils ont réussi à le rendre un petit peu plus caractériel, donc plus facilement attachable. Et c'est aussi comment il meurt, qu'il est davantage mis en valeur. Si je fais une référence à Chainsaw Man, quand j'ai oublié son nom, la fille tente d'arrêter les méchants dont j'en ai complètement rien à cirer d'intervenir. Et de mémoire, ça fonctionne plus ou moins pas en plus. Donc, c'était à peu près... C'était très dramatique drame, le même année, ça fait justement que c'est assez lambdaesque. Tandis qu'avec Tenza, ça a quand même un certain impact. C'est plus mémorable à mon avis. Il a même fait chose aussi pour l'autre ou Lunette que j'ai oublié son nom. Il a un rôle plus important malgré tout et on l'a un peu plus vu, donc c'est bien en soi. Les personnages meurent, mais je m'en fous pas complètement. Un peu à la manière de Agame ga Kill, mais peut-être pas aussi bien par exemple. Et on peut parler rapidement quand même des antagonistes. On n'a pas grand chose à en dire, ce sont les éternels. Ils ont réussi à être bien établis comme étant des menaces à travers leur capacité un peu pétée. Ça ressemble à beaucoup à des homunculus dans Full Metal Alchemist. Ils se régénèrent. Et ils ont une transformation qui les rend encore plus pétés, qui semblent chacun avoir leur propre pouvoir. Mais ils ne sont pas éternels, et sont pas vraiment éternels pour autant. Il y en a un qui se fait vaincre à la fin et qui semble être content de l'être. Et cette espèce de... c'est pas juste des méchants rend le tout quand même intéressant. Faut attendre de voir les autres en action, mais c'est bien. On sent qu'il peut vraiment être très dangereux, mais en même temps, des fois, non. Mais le récit le justifie quand même bien, que parfois, ils vont pas juste tuer les personnages rapidement. C'est parce qu'ils ont besoin de les maintenir en vie pour récupérer leur énergie. S'ils les tuent, elle va tout simplement se perdre. Donc, j'aime bien que le récit donne un peu une justification quant à pourquoi les méchants vont pas juste buter les héros. Donc, c'est bien à ce niveau-là. Reste à voir est-ce qu'ils vont vraiment être à la hauteur, mais pour l'instant, encore une fois, je vais me faire des petits jabs. Ces méchants-là sont tellement mieux réussis que ceux dans Chainsaw Man. Et pourtant, je sais pas leur nom. Mais c'est pas grave. C'est quand même mieux réussi. Ils sont plus mémorables, plus imposants et plus impactants. On sent pas qu'il y a un scénario trop compliqué derrière ça. Bref, c'est mieux ficelé, je trouve bien. Et maintenant, on peut parler du générique. Donc, je trouve que la série est atypique. Le générique reflète ça, si on veut. Je trouve que c'est surtout au niveau de la musique. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est probablement la basse au début qui rend le ton vraiment un peu différent. Puis aussi l'espèce de voix qui est d'effet techno. Encore une fois, je suis pas un expert en musique. Mais au début, dès les premières secondes, on le sent que ça nous happe et que c'est différent de ce à quoi on est habitué. Au niveau de ce qu'on voit, il y a un bon jumelage entre ce qu'on voit et la musique, c'est super important. On est dans le générique un peu plus énigmatique, donc on va rapidement et éventuellement on comprend. Au début, on voit des gens et on comprend pas trop. Ok, c'est les éternels, etc. Donc, ça fait bien le café à ce niveau-là, vraiment. On entrevoit à peu près tout le monde. On entrevoit des moments qui nous indiquent le sort de
certains personnages, mais des fois non. Dans le générique, on voit Tenza qui semble être mourant sur un arbre. Ah, bon ben, est-ce que le personnage va trépasser dans la série? Oui. Mais de la même façon, à la fin, on semble voir nos binômes bien heureux dans leur situation, se disant que pour eux, ça va bien aller. Notamment la ninja avec son bourreau à elle, qui semble être bien, mais finalement, lui meurt. Donc, le générique nous vend des indices et parfois nous fait des contre-indices. Je trouve ça quand même assez intéressant. Il nous induit en erreur, des fois il nous induit dans la bonne direction. Donc, ça fait un générique quand même riche à ce niveau-là et très mémorable. Je ne le sautais jamais et je vous en parle et j'ai envie de le regarder à nouveau. Donc, ceci conclurait mon avis sur Hell's Paradise. Donc, à ce qui paraît, ça fait partie de pas vraiment d'une trinité avec Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man comme des neketsu plus sombres. Ben, si c'est le cas, c'est le champion de cette trinité-là. C'est le meilleur loin haut la main. Encore une fois, pour l'instant. Reste à voir, en se poursuivant, peut-être que Chainsaw Man va se révéler plus audacieux que ce dernier. Mais pour l'instant, c'est vraiment meilleur que les deux autres. Redisons-le, dans Hell's Paradise, j'ai pas l'impression qu'on a pompé des trucs de Bleach et de Naruto. Rien que ça, là, ça lui confère une longueur d'avance de fou, je trouve. On a l'impression vraiment d'une œuvre qui n'a pas voulu pomper des modèles existants et qui sent la fraîcheur. Donc vraiment, Hell's Paradise, je vous le recommande chaudement. Donc pour la prochaine critique exigeante, on va être peut-être rendu au chapitre de Dragon Ball Super, donc ça sera ça. Et sinon, une autre vidéo qui m'intéresserait à faire, c'est que, c'est pas une surprise, si vous suivez la chaîne, Naruto, je n'ai pas du tout apprécié. C'est très perfectible et justement, si je savais les erreurs que Kishimoto a fait et que je pouvais remonter dans le temps, qu'est-ce que je proposerais pour que Naruto soit quand même fidèle à ce que ça devait être, mais ô combien meilleur. Donc un peu l'image de ma vieille vidéo sur le tournoi du pouvoir version améliorée, ça serait Naruto version améliorée. Donc ça risque d'être, je trouve, intéressant. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 指先が冷たくなっていく。そうか。俺、死ぬのか。絶対させねえ。俺が死んでも、二人は逃がす。全力で